Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle conférence qui vous est proposée par la Fédération Spirit française avec la collaboration du mouvement Spirit francophone. Elle est diffusée en direct sur la page Facebook de la FSF et sur sa chaîne YouTube, Alan Kardec, dont vous voyez les liens s'afficher, ainsi que sur la chaîne YouTube Regard Spirit du LMSF. Comme d'habitude, chacun a la possibilité de commenter et de poser des questions en direct. Un temps sera consacré pour y répondre à la fin de la conférence. Donc, ce soir, nous allons écouter Fatima Medjahed qui va nous parler des animaux selon le spiritisme. Bonsoir Fatima. Bonsoir Romain, merci de m'accompagner. Merci à toi. Donc Fatima, tu es présidente de l'Institut Spirit Tourangeau-Léon Denis, qui est situé à Tours. Tu voudras peut-être nous en parler un petit peu. L'Institut est membre de la fédération. Et pour te présenter, Fatima, tu es spirit depuis presque 40 ans. Tu as écrit plusieurs ouvrages spirit et tu as donné bon nombre de conférences sur divers sujets. On se disait que c'est la première que tu fais sur StreamYard aujourd'hui. Et donc, tu as choisi de nous transmettre des enseignements sur les animaux. Donc, je vais te laisser la parole, Fatima. Merci Romain. Donc, je souhaitais aujourd'hui vous parler des animaux selon le spiritisme. Bonjour, bonsoir à vous tous. Merci d'être là pour écouter ces enseignements. Donc, l'Institut Spirit Tourangeau-Léon Denis a pour mission l'enseignement spirit, la formation à la médiumnité, la diffusion, la recherche et la coordination d'ouvrages spirit collectifs. Avec la Fédération Spirit, nous avons travaillé sur le premier ouvrage de coordination. Romain, tu peux nous en dire 2 mots pour cet ouvrage qui s'appelle Alan Kardec et le spiritisme. Tout à fait. Donc, vous étiez 4 auteurs pour cet ouvrage qui parle donc de la vie d'Alan Kardec et qui nous donne beaucoup d'informations que nous ne connaissions pas par rapport aux précédentes biographies. Voilà, et cet ouvrage, vous pouvez le trouver sur le site de la FSF, je crois. Tout à fait, ainsi que sur l'association Kardec sur Internet, il est en vente. C'est ça. Donc, je ne l'ai pas sous la main, mais Romain, tu pourras le présenter tout à l'heure. Tu dois en avoir plusieurs exemplaires. Sans problème. Ok. Alors, donc voilà pour l'émission de l'Institut Spirit Tourangeau-Léon Denis. Et nous avons aussi comme mission de raviver la mémoire de Léon Denis à Tours. Et ce sera l'objet d'une autre conférence un jour. Donc, vous pouvez aller sur notre site internet où vous trouverez énormément d'ouvrages, d'articles sur le spiritisme et des expériences aussi de matérialisation et des expériences d'apport. Donc maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet et je vais commencer par vous définir quelques termes avant de rentrer dans le cœur du sujet spirit. Donc, qu'est-ce qu'un animal? L'animal est un être vivant, organisé, élémentaire ou complexe, doué de sensibilité et de mobilité. Ah, il y a une diapo qui est inversée, excusez-moi, le titre est passé après. Donc, les animaux selon le spiritisme, et en sous-titre, j'ai mis l'âme des animaux et des hommes, une différence de degré d'évolution. Et on va voir au fur et à mesure de la présentation qu'effectivement, il y a une différence de degré d'évolution et il y a beaucoup de points communs. Donc, je voulais aussi définir les animaux sauvages, puisqu'il y a différentes espèces animales, et ce travail va cibler surtout les animaux domestiques, mais je voulais qu'on fasse bien la différence. Donc, les animaux sauvages, ce sont ceux qui vivent dans leur habitat naturel, où ils exercent leurs instincts naturels. Donc, ça ne signifie pas que ce sont des animaux agressifs ou forcément dangereux. Le terme sauvage est à prendre avec prudence.
Donc, voilà. Et puis, les primates. Les primates, vous les connaissez tous. Ils appartiennent à la classe des mammifères et je voudrais insister sur leurs caractéristiques. Les yeux en façade, ce sont les seuls animaux qui ont les yeux en façade. Leur tronc était à la verticale quand ils se tiennent assis. Leurs mains comptent comme nous 5 doigts. Et il y a 240 espèces de singes et de lémuriens. Les lémuriens, c'est des tout petits singes. Donc, sur cette diapo, il y a 2 liens sur lesquels j'ai trouvé les définitions, mais que vous pourrez regarder si vous voulez, qui vont vous expliquer des choses très intéressantes sur les primates et notamment les points communs au niveau génétique qu'ils ont avec nous. Voilà, donc vous pourrez utiliser ces liens si vous voulez plus tard. Et puis, bien sûr, les animaux domestiques. Donc, ce sont des animaux devenus adaptés par l'élevage en captivité à une vie étroitement liée à l'homme. Sont compris les animaux domestiqués pour vivre à la ferme, comme les chevaux, le bétail, les moutons, mais aussi les animaux de compagnie, comme les chiens, les chats et les chevaux. Donc, la plupart d'entre nous ont des animaux domestiques et savent l'amour que ces animaux domestiques peuvent nous porter. J'ai choisi de commencer par les points communs entre l'animal et l'être humain du point de vue anatomo-physiologique. Anatomo par rapport au corps et physiologique par rapport au fonctionnement des organes et de toute la chimie de la vie. Donc, ils ont les mêmes organes, même s'ils sont, je parle des 3 catégories que je vous ai présentées, donc les mêmes organes, plus gros, moins gros, mais c'est exactement la même constitution atomique et la même composition chimique. Ils ont le même mode de nutrition que l'homme, de respiration, de sécrétion et de reproduction. Et ils ont une sensibilité avec 5 sens organiques comme les nôtres. Vue, ouïe, toucher, odorat, goût. Bien que l'odorat soit beaucoup plus développé chez les animaux que chez nous. D'autres points communs du point de vue moral. Ils ont des sentiments, ils savent être reconnaissants, ils savent nous montrer leur amour. Ils ont des émotions, ils peuvent se mettre en colère, ils peuvent être tristes, ils peuvent montrer des émotions ou des comportements de haine, mais de joie aussi. Ils ont un sens moral qui est en germe, qui n'est pas complètement développé comme chez l'homme, mais ils peuvent réagir au bien ou au mal qu'on leur fait subir. Donc, ils sont capables de savoir si on leur fait du bien ou du mal. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils discernent complètement entre le bien et le mal. Mais ils savent reconnaître les comportements bons ou mauvais. Les points communs entre l'animal et l'être humain encore, du point de vue spirituel. Ils sont soumis, comme nous, à la naissance et à la mort, et à la décomposition, bien sûr. Ils ont un principe spirituel individualisé, qui n'est pas aussi développé que celui de l'être humain, mais le principe spirituel est là. Ils ont une enveloppe fluidique ou périsprit, intermédiaire entre l'âme et le corps physique, adaptée aux espèces. Donc, les animaux ont bien une âme, plus ou moins développée, en fonction de la catégorie dans laquelle ils se trouvent. Donc, les chiens, les éléphants, les chats aussi sont parmi les espèces les plus développées. Donc là, je vous ai mis un chien avec des chakras, juste pour vous montrer que comme les animaux ont la même constitution que nous et ils ont un corps fluidique, donc il y a de l'énergie qui circule dans leur corps de la même manière que chez l'homme, au travers des chakras. Donc ils ont des chakras identiques en termes de position, pas forcément en termes de développement, et ils en ont un qui est, les hommes n'ont pas, c'est le chakra brachial qui se trouve au niveau de leurs pattes du haut. Donc, si vous êtes intéressé par les chakras des animaux, j'ai mis un lien aussi
sur lequel j'ai trouvé cette image. Et vous pourrez voir, il y a des chakras, des chevaux, il y a plein de choses qui montrent que nous avons beaucoup de points communs. Je n'ai pas résisté à l'envie de mettre les photos de nos maîtres, Alan Kardec et Gabriel Delanne, pour leur rendre un hommage pour leurs travaux qui nous permettent aujourd'hui de grandir spirituellement, mais aussi de pouvoir faire des conférences et diffuser. En fait, toutes les conférences que l'on fait, elles viennent des enseignements, du travail de ces hommes extraordinaires qui ont donné une grande partie de leur vie pour diffuser les enseignements du spiritisme. Donc Alan Kardec, vous le connaissez tous, Gabriel Delanne peut-être un petit peu moins, mais Gabriel Delanne a beaucoup travaillé sur l'aspect scientifique du spiritisme. Et ces deux photos pour vous expliquer que pour cette conférence, je me suis appuyée donc sur les ouvrages d'Alan Kardec. Je vous les citerai tout à l'heure, je vous les montrerai, notamment le livre des esprits, bien sûr, qui contient la base, le ciel et l'enfer, la Genèse, le livre des médiums pour ce travail, et puis l'évolution animique, qui est un ouvrage extrêmement intéressant à lire, un peu difficile, mais si on y revient souvent, on peut arriver à comprendre comment le père-esprit s'est formé, enfin toute cette partie de l'évolution de l'âme, de l'esprit. Donc, dans l'évolution animique, il y a des choses très intéressantes sur les animaux. Donc, à chaque fois, je vous ai mis, à chaque fois que c'était possible, sur les diapos, sur quel ouvrage elle se posait. Donc maintenant, nous allons voir les différences entre les animaux et les hommes, mais du point de vue spirit, puisque je m'appuie sur les ouvrages spirit d'Alan Kardec et de Gabriel Delanne. Donc le sens moral, il est en germe. On voit bien que le sens moral n'est pas encore développé, mais ils ont une nature pensante. On verra tout à l'heure, ils sont capables de penser, bien que leur pensée soit beaucoup moins développée. Il y a une grande différence, c'est qu'ils ne possèdent pas le langage articulé. Ils n'ont pas la parole. Mais on verra tout à l'heure pour le perroquet, comment le perroquet peut parler. Bien sûr, c'est un langage articulé, mais il répète. Donc, il ne crée pas une phrase, par exemple. Mais c'est le seul animal qui a cette capacité-là. Ils n'ont pas le libre arbitre, et ça c'est une très grande différence, donc pas de responsabilité. Et il y a une différence énorme, c'est qu'ils n'ont pas la capacité à connaître Dieu, contrairement à l'homme qui a cette capacité à se représenter Dieu, même petitement, mais il peut connaître l'existence de Dieu. Les hommes ne l'ont pas. Pour les hommes, pour les animaux, pardon, leur Dieu, c'est l'homme. Le père-esprit des animaux, donc c'est dans l'évolution animique chapitre 3, où Gabriel Delanne nous explique que les animaux ont un père-esprit, puisqu'ils ont une âme. Leur père-esprit, c'est l'enveloppe qui contient l'esprit qu'ils ont, même si ce n'est pas un esprit suffisamment développé, comme celui de l'homme, il y a une forme d'esprit. Donc, le père-esprit est différent dans sa forme et sa composition par rapport à celui de l'être humain, et c'est normal, puisqu'on a vu qu'il y avait des différences. Il reproduit fluidiquement la forme corporelle de l'animal, comme le père-esprit reproduit la forme corporelle de l'homme, le père-esprit humain, et il est, comme pour chez l'être humain, l'intermédiaire entre l'âme animale et son corps physique pour percevoir les sensations. Et il est bien sûr moins complexe que le père-esprit de l'être humain. Donc, je pense que je vais un petit peu vite. Je vais ralentir un petit peu. Je ne vous vois pas, mais vous me voyez. Mais vous ne pouvez pas me dire ralentissez. Donc, n'hésitez pas, si je vais trop vite, à passer un petit mot à Romain sur le chat. Donc,
des points communs, des différences, et on va s'attarder un petit peu maintenant sur le progrès des animaux. Donc la loi du progrès, nous sommes, êtres humains, soumis à la loi du progrès. Progrès intellectuel, progrès moral, parce que nous avons la notion, enfin, la capacité à discerner le bien du mal et le libre arbitre et la responsabilité. Les animaux, par contre, ne peuvent pas agir comme nous dans le cadre de la loi du progrès, parce qu'en fait, ils progressent grâce à l'action de l'homme seulement. Si on laisse les animaux sauvages dans leur environnement naturel, ils ne vont pas évoluer intellectuellement. Par contre, les animaux qui ont été domestiqués se comportent pour les chiens, par exemple, comme des enfants de 3 ans, parce qu'ils ont une éducation et une stimulation qui leur est donnée par leur maître. Ils peuvent être dressés également. Donc, dans la question 602, la réponse 602 du livre des esprits, les esprits instructeurs nous disent que les animaux progressent par la force des choses. C'est pourquoi il n'y a point d'expiation pour eux. Et j'aimerais insister un peu sur cet aspect expiation parce que je me suis longtemps posé la question, même avec cette réponse, et je n'arrivais pas forcément à me dire mais pourquoi tel animal est malheureux. Je me souviens d'avoir été dans un centre de personnes sans abri et c'était des jeunes qui avaient des chiens. Et je me souviens d'un chien qui est venu à mes pieds et qui m'a regardé avec des yeux mais tellement tristes que j'ai été très émue et très touchée. Et là, je me suis dit, mais pourquoi ce chien se trouve là? Est-ce que c'est une expiation? En fait, non. Il ne peut pas y avoir d'expiation parce qu'ils n'ont pas leur libre arbitre, donc ils n'ont pas choisi l'épreuve, par exemple, pour ce chien, d'être avec une personne sans abri et de souffrir du froid, de la faim, etc. En fait, on peut se faire cette réflexion. Les animaux malheureux n'ont pas choisi leur situation. C'est donc une situation créée par l'homme qui devra répondre de ses actes de cruauté, d'abandon ou de méchanceté. Donc je pense que cette question est très intéressante à développer dans les groupes spirites en prenant des situations vécues ou observées. Voilà, donc si vous avez des questions tout à l'heure, n'hésitez pas à les poser. On va maintenant développer l'intelligence puisqu'on va rentrer dans les capacités des animaux, les émotions, les sentiments. Donc, je ne vais pas vous lire toute la définition parce qu'elle est longue, mais en même temps, j'ai trouvé qu'elle était très importante puisque c'est une définition qu'Alan Kardec a mis dans le vocabulaire spirit, dans ce livre, Instructions pratiques des manifestations spirites. J'espère que vous le voyez. C'est le premier livre qui a précédé le livre des médiums. Et Alan Kardec a commencé à créer un vocabulaire spirit qui n'a pas eu le temps de terminer. Et l'intelligence est définie d'une manière vraiment très précise. Donc, c'est une faculté de comprendre, de concevoir, de raisonner. Il serait injuste de refuser aux animaux une sorte d'intelligence et de croire qu'ils ne font que suivre machinalement l'impulsion aveugle de l'instinct. Donc, les animaux, pour ceux qui sont les plus développés, comme nos animaux domestiques par exemple, ils agissent de propos délibérés et selon les circonstances. On va voir une vidéo tout à l'heure qui va nous montrer comment un âne, parmi plusieurs ânes, réfléchit et agit d'une manière très intelligente. Mais cette intelligence est toujours limitée. On est toujours dans cette différence de degré d'évolution. L'intelligence de l'homme lui permet de s'élever au-dessus de sa condition d'humanité puisqu'il est capable d'aimer Dieu, il est capable de se représenter Dieu. Donc, Kardec nous l'explique très très bien, et les esprits instructeurs aussi. C'est pour ça que je l'ai mis en gras. C'est quelque chose à bien retenir, c'est que la ligne de démarcation entre les animaux et les hommes est tracée par la connaissance qu'il est donnée à ce dernier d'avoir de l'être suprême. Donc vous trouverez cette définition dans l'ouvrage
que je vous ai montré. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant aussi en termes de réflexion. L'intelligence observée, pour être un peu plus dans le concret, l'animal possède une intelligence, ça c'est évident, on ne peut pas le nier. Cette intelligence est limitée parce que l'instinct domine encore. Certains animaux peuvent réaliser des actes combinés qui dénotent une volonté d'agir dans un sens déterminé et selon les circonstances. Et ça, vous avez dû l'observer si vous avez des animaux ou si vous avez vu des vidéos à ce sujet. Donc la vidéo est terminée. Et vous avez pu voir parmi les 4 ânes, je crois, parce que je n'ai pas la vidéo là sous les yeux, il y en a un qui a réfléchi quelques instants, qui a observé et qui finalement a retiré, comme l'aurait fait un être humain, la barrière comme il se devait, alors que les premiers ont sauté et le dernier âne qui était derrière a suivi. Donc, on voit bien qu'il y a une intelligence, qu'il y a une capacité de réflexion, même si elle est limitée, et d'action. Donc, maintenant, on va passer à la communication, les émotions et le sentiment d'amour, et c'est basé sur l'ouvrage de Gabriel Delanne, L'évolution animique, chapitre 2. Et en fait, j'ai pris exactement les points qui sont développés par Gabriel Delanne. J'en ai laissé quelques-uns, mais j'ai choisi ceux qui me paraissaient les plus intéressants. Donc, on va s'attacher à regarder ce qu'il en est du langage chez les animaux, la curiosité, l'amour-propre, l'amour conjugal, l'amour maternel et l'amour du prochain. Et on va être très surpris. Donc, qu'est-ce que le langage ? Le langage, c'est normalement pouvoir articuler, parler, s'exprimer et exprimer sa pensée. Donc, les animaux ne peuvent pas encore exprimer leur pensée comme l'être humain. Mais cependant, même s'ils ne parlent pas, ils ont un langage. On va prendre l'exemple du langage du chien domestique qui va se faire comprendre, donc il va communiquer, même sans la parole. Le chien a des aboiements d'impatience, de colère, de joie. On a tous entendu des chiens hurler de désespoir. Le langage peut être un langage d'expression par signe ou par geste des animaux vivant en société, les chevaux, les éléphants, les fourmis, même les fourmis, les abeilles, les castors, les hirondelles. Donc, les animaux ont des moyens de communiquer ensemble et on le voit bien. On a tous observé des oiseaux qui, à l'approche de l'être humain, prévenaient les autres et les moineaux s'envolaient. Alors, on a vraiment quelque chose de très intéressant, c'est l'imitation de la parole par les perroquets domestiqués. Alors là, on a une vidéo à voir ensemble qui va être un petit peu longue, qui va faire 7 minutes 15, mais elle vaut la peine puisque on va voir pourquoi le perroquet peut parler et on va voir ce perroquet dans son environnement humain et comment il parle. Alors, il répète, mais le maître dit que quand il fait tomber quelque chose, eh bien, il exprime un juron. Donc, ça veut bien dire qu'il associe la parole, même tout petitement, au geste. Donc là, on voit comment l'homme permet à l'animal de progresser et comment le perroquet développe des liens d'amour
Et donc, le perroquet a décidé de changer de maître parce que son premier maître a été, on va dire, violent malgré tout avec lui. Donc, on voit bien qu'il y a une intelligence, une pensée, une capacité à réagir quand l'être humain fait du mal à l'animal. Ok. Alors, Gabriel Delanne a étudié aussi un autre aspect qui est la curiosité. Et la curiosité, on la trouve surtout chez les singes. Elle est très, très développée avec les singes, mais elle est développée aussi. On dit souvent que les poissons sont bêtes, etc. Mais c'est faux. Ils sont très curieux, les lézards aussi. En fait, elle est un peu excessive, cette curiosité, chez les singes, qui exagère un peu, mais c'est irrésistible, en fait, de les voir désirer comprendre, pénétrer le sens d'une chose. Et on appelle ça la faculté d'examen attentif. Et c'est une faculté d'une intelligence qu'il a. Et seuls les singes la possèdent, ce qui montre qu'ils ont une pensée un peu plus élaborée que les chats, par exemple, ou les chiens. Donc ici, c'est un miroir et le singe est capable de reconnaître une tache sur le miroir et de se reconnaître, contrairement à beaucoup d'autres animaux. Donc la curiosité, vous avez pu l'observer aussi chez vos animaux de compagnie. L'amour-propre. Là, c'est intéressant parce qu'on rentre dans, on va dire, les sentiments un peu l'ego, cet ego, cet orgueil que nous avons, nous, qui est très développé chez l'être humain, eh bien, il est là, en petits germes, chez les animaux. Alors, on note la satisfaction du chien quand son maître l'approuve. Il est content, il est heureux. L'orgueil de la victoire pour le cheval de course. Il y a eu des observations importantes qui ont été faites là-dessus. Le désespoir, l'expression de la colère et même de la vengeance en cas de défaite. Il y a eu des exemples de chevaux qui ont été mordre le cheval au jarret qui avait gagné parce que le perdant était très triste. Il y a une très grande sensibilité à l'éloge pour le cheval, l'éléphant et le chien, qui sont le type d'animaux les plus évolués. Et il y a aussi un sentiment de honte des chiens lorsqu'ils ont commis une bêtise, par exemple, qui s'en vont tête basse parce qu'ils se rendent compte que le maître les a grondés parce qu'ils ont fait une bêtise. Donc, il y a des sentiments, il y a des émotions chez les animaux. L'amour conjugal. Alors ça, c'est très intéressant. Et Gabriel Delanne explique que les oiseaux sont des animaux qui développent la fidélité. Et c'est vrai, la chercheuse l'a dit tout à l'heure, ils vivent très longtemps ensemble et ils sont tellement unis dans cet amour conjugal qu'ils arrivent à avoir un même cri. Donc, ils sont l'exemple de la chasteté conjugale, de la fidélité, du partage des soins, de l'éducation et de la protection des oisillons. Donc, on voit que les oiseaux ont des capacités particulières, donc la fidélité, l'amour conjugal. L'amour maternel, donc dans le livre des esprits, on trouve à la question 773 des informations dans le point lien de famille. Donc, les tigres, les loups, les éléphants vivent en famille, parmi d'autres animaux, et ont de la tendresse pour leurs petits. Donc, ils donnent des preuves d'amour maternel. L'amour maternel donc perdure chez certaines espèces, alors que chez les animaux domestiques, et la question 773, la réponse nous dit que voilà, l'amour maternel s'arrête pour les animaux domestiques dès l'instant où les petits n'ont plus besoin des soins. Donc chez les chiens, effectivement, chez les chats, les animaux domestiques, bon, on leur enlève leur enfant, enfin leur enfant,
leurs petits. Alors, est-ce que c'est parce que ce sont des animaux domestiques et qu'on décide de leur enlever les petits? Est-ce que si on leur laissait, les chiens et les chats s'en occuperaient ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, chez les animaux sauvages, il y a vraiment une culture, une famille, des liens qui durent sur le temps. Et il y a toute une communication, en tout cas, entre eux. L'amour du prochain. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est que les animaux se portent secours dans les cas de danger. Ils n'hésitent pas à venir sauver leurs congénères. Et parfois, ce ne sont pas des animaux de la même famille. Il y a les exemples des corbeaux jeunes qui nourrissent des corbeaux aveugles. Il y a l'exemple de perroquet qui prend soin d'un oiseau d'une autre espèce, chétif et estropié, lui nettoyant le plumage et le protégeant des prédateurs. L'exemple aussi de chevaux jeunes qui broient l'avoine et la mettent à disposition d'un vieux cheval qui n'avait plus de dents. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de la compassion, de l'ordre de l'amour du prochain. Et peut-être que vous voyez les vidéos qui passent sur Facebook qui sont adorables, où on voit que l'être humain rapproche les animaux. On peut avoir des gens qui ont un chien, un chat, qui ont des petits canards ou des petits poussins, et tout ce petit monde-là vit ensemble et développe des liens d'amitié, en tout cas d'amour. Maintenant, on va passer à l'état de l'âme animale après la mort. À la réponse à la question 600 du livre des esprits, les esprits instructeurs nous disent, je sais pas, il y a une petite faute d'orthographe, tant pis, je la corrigerai plus tard. En fait, que après la désincarnation, l'âme de l'animal se trouve dans une sorte d'ératicité, mais qui n'est pas l'ératicité de l'esprit désincarné humain. L'âme n'est plus unie au corps, mais elle n'est pas un esprit errant qui pense et agit par sa libre volonté, comme les esprits désincarnés humains. L'esprit de l'animal est classé après sa mort, donc il y a des esprits supérieurs qui sont responsables des animaux et de pouvoir les accueillir à leur désincarnation et les classer, c'est-à-dire de les mettre en sommeil, de s'en occuper et de préparer le moment où ils iront se réincarner dans une autre espèce ou dans la même espèce en fonction de la nécessité d'évolution. Donc en fait, l'âme animale n'a pas le loisir de se mettre en rapport avec d'autres créatures, mais elle conserve son individualité, c'est-à-dire que notre petit chien, par exemple, si on a un petit chien qui s'est désincarné, il garde tous ses acquis, son individualité, mais n'est pas conscient de lui-même dans le monde spirituel et ne peut pas, il n'a pas de libre arbitre, il ne peut pas se mettre en rapport avec d'autres créatures. Et j'insiste dessus parce qu'on verra tout à l'heure le danger de penser que ce sont des animaux qui communiquent avec nous. Lorsque on les questionne, je sais que ça se fait par certains groupes, ou peut-être même il y a un développement de ce qu'on appelle la communication animale. Et il y a des personnes qui n'ont aucune formation ni aucune connaissance du spiritisme et qui dialoguent pensant que c'est avec des animaux et qui sont persuadés qu'ils dialoguent avec des animaux. Donc, toujours dans le livre des esprits, réponse 598, l'âme de l'animal conserve son individualité, mais elle n'a pas la conscience de soi. La vie intelligente reste à l'état latent. Il y a un engourdissement, en fait. Donc, les esprits supérieurs vont procéder à la réincarnation des animaux dans les espèces qui correspondent au schéma de leur évolution. Mais on a très, très peu de connaissances là-dessus, en tout cas en France. Au Brésil, je ne sais pas. Mais il reste des zones de non-connaissance de ces processus.
Donc, communication avec les animaux désincarnés. Comment on peut communiquer? Alors, il y a les apparitions des animaux qui apparaissent notamment dans les réunions de matérialisation qu'il y a eu. Il y a des animaux qui sont apparus. L'esprit de l'animal peut apparaître à son maître de manière fugace. Ernest Bozzano a beaucoup travaillé sur les animaux, cite plusieurs cas de matérialisation d'animaux, mais ces apparitions sont toujours provoquées et dirigées par les esprits supérieurs. L'animal par lui-même ne peut pas décider d'apparaître à son maître. Dans les rêves, c'est une manière naturelle de pouvoir revoir les animaux qu'on a aimés et qui nous ont quittés. Ceci est toujours provoqué par les esprits supérieurs qui s'occupent des animaux désincarnés dans le monde spirituel. Donc, attention au danger de la communication avec les animaux. Ce sont toujours des esprits inférieurs qui se communiquent. Et dans la réponse à la question 600 du livre des esprits qu'on a vu tout à l'heure, il est bien dit que l'âme de l'animal n'a pas le loisir de se communiquer. Elle ne peut pas le faire. On arrive à la conclusion. J'ai noté les questions aussi du livre des esprits qui correspondent. Les animaux vont progresser, on l'a vu, dans leur incarnation grâce aux hommes. Ils vont progresser intellectuellement. Moralement, ils vont progresser par le passage par des mondes supérieurs sur lesquels ils acquièrent et développent des capacités spécifiques, notamment dans la revue Spirit que Kardec, à l'époque de Kardec, j'ai mis les références. Il y a l'exemple des animaux sur la planète Jupiter, qui est une planète supérieure, où les animaux changent d'apparence, deviennent des auxiliaires de l'homme et commencent à évoluer davantage que sur la Terre. Donc, pareil, nous n'en connaissons pas les étapes de développement jusqu'à l'humanisation, parce que bien sûr, l'animal s'humanise, c'est l'ascension, l'évolution, et l'homme se divinise, puisque nous, les êtres humains, Dieu nous a donné ce merveilleux cadeau de pouvoir un jour nous rapprocher de lui en devenant des purs esprits. L'amour inconditionnel que nous donnent les animaux ouvre plus grand notre cœur à l'amour. Les animaux sont tellement, nous aiment tellement et nous répondent toujours par l'amour quand on leur donne de l'amour, et ça ouvre vraiment le cœur. Je l'ai vécu avec une petite chienne que j'avais adoptée, et j'ai compris qu'en fait, l'amour est infini. Notre cœur peut s'ouvrir à l'infini, et que aimer un animal, ça nous aide à encore mieux aimer. Et c'est vrai qu'avec un animal qui nous aime, on n'a pas de souci pour aimer. Mais quand on aime des gens qui nous font souffrir ou voilà, qui nous aiment pas, c'est difficile d'ouvrir son cœur. Alors que l'animal, il a vraiment cet amour inconditionnel qui fait que il ne nous trahit jamais en fait. Donc le phénomène de cohabitation d'animaux dont je vous parlais tout à l'heure, qui développe l'amitié entre les animaux, s'observe de plus en plus de nos jours. C'est facilité par les maîtres, donc ils font progresser encore les animaux domestiques. Et je vous encourage, si vous ne l'avez pas fait, à aller voir de temps en temps ces vidéos qui sont pleines de tendresse et qui nous montrent des choses improbables qu'on n'aurait jamais imaginé, de mettre tous ces animaux ensemble et de voir à quel point ils sont capables de s'entraider et de montrer de l'amour. Donc, j'ai terminé en ce qui concerne la présentation. Je ne sais pas combien de temps il reste, Romain. On va dire qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Si on veut tenir les 3/4 d'heure, on y est. Mais okay. Tu peux prendre un petit peu de temps pour conclure. C'est bon, je vais tenir le temps. Donc, dans la bibliographie, j'ai mis les ouvrages de référence. Donc, le livre des esprits, bien sûr, où vous allez trouver
à partir de la question 592 à 606, plein d'éléments concernant les animaux. Voilà, le livre des esprits. J'espère que vous le voyez. La Genèse est extrêmement intéressante. On ne la lit pas souvent parce qu'elle est un peu compliquée, mais ça vaut le coup. Si vous voulez voir un peu le développement, l'évolution de l'homme, le développement, vous allez trouver plein de choses intéressantes, comment s'est faite la création, etc. Le livre des médiums, alors, je n'ai pas parlé de la médiumnité des animaux, parce que je n'avais pas le temps, mais c'est intéressant, si vous vous intéressez à la médiumnité des animaux, d'aller voir dans le livre des médiums, de lire aussi les ouvrages d'Ernest Bozzano sur les animaux, sachant que les animaux voient les esprits, mais ne peuvent pas être médiums pour les raisons que je vous ai expliquées, ne peuvent pas être des intermédiaires pensants. Il y a aussi beaucoup d'articles sur la revue Spirit, le journal d'études psychologiques, notamment la description de Jupiter dont je vous ai parlé tout à l'heure, pas mal d'éléments sur les animaux. Vous pourrez en savoir plus sur les animaux médiums, entre guillemets, et puis aussi une histoire de suicide des animaux. La question, c'est de se dire, est-ce qu'un animal est capable de penser et de s'autodétruire, ou est-ce que le suicide a été entraîné par la peine? C'était la mort de son maître qu'un chien n'a pas pu accepter, donc il s'est laissé mourir en ne mangeant plus. Mais est-ce qu'il a vraiment eu cette idée de suicide? C'est pas sûr. Dans le ciel et l'enfer aussi, il y a des éléments. Et puis, je vous montre le livre des esprits expliqués, tome 1, qui a été édité par La Cita et qui explique le livre des esprits. Et vous allez trouver dans le chapitre 19 les explications, les détails, les développements sur les enseignements du livre des esprits d'Allan Kardec. Donc voilà, pour aller plus loin, la Genèse. Ah zut, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Et puis, Bozzano, il y a le journal d'études spirites, Gabriel Delanne, qui traite justement des animaux, et le titre, le sous-titre que j'ai mis à la conférence, c'est le titre de ce journal d'études spirites. Je vous ai mis le lien de l'Institut Amélie Boudet, où ce journal d'études spirites Gabriel Delanne est téléchargeable gratuitement. Et puis, merci pour votre attention. Donc, c'est une toute petite marmotte qui vous offre des fleurs. Merci à vous tous et à vous toutes. Merci Fatima. Merci pour cette conférence qui était riche en enseignements sur les animaux, sur leurs facultés, leur parcours spirituel évolutif. Pour ma part, j'ai trouvé bien intéressant de comprendre que nous avons une responsabilité importante dans leur évolution. Et on a pas mal de questions ici sur ce sujet. Donc, je vais te les poser. Il y en a une première de la part d'Étienne Martin qui nous dit « Si je comprends bien la doctrine, mon chien ne sera jamais un esprit humain à part entière, tout au plus une partie. » Il deviendra un humain puisque les animaux s'humanisent, l'homme se divinise. Donc, ce sont des esprits en voie d'évolution. Et tout ce que va pouvoir faire l'homme auprès de ces animaux domestiques, tout l'amour que le maître donnera, va aider lorsque les animaux, l'âme de l'animal va arriver dans le monde spirituel. Ils auront engrangé énormément d'amour et ça facilitera leur évolution. Parce qu'un jour, ils deviendront des hommes, bien sûr, en passant par différents stades. Donc, on a dit les mondes supérieurs, mais ensuite d'autres planètes. Et dans le journal d'études spirites Gabriel Delanne, vous verrez, il y a des communications qui ont été données qui expliquent, pas totalement, mais qui disent que les animaux vont passer à un moment donné à un stade humanoïde et que petit à petit, ils vont s'élever
Quand on prend les singes, par exemple, les chimpanzés, qui ont pratiquement les mêmes gènes que nous, à très peu de différence près, ils sont capables d'avoir un regard horizontal. Ils ne sont pas encore totalement debout, mais voilà, ils s'approchent de l'humanité. Donc il y a toute une évolution, mais qui est très très longue. Mais donnez beaucoup d'amour à votre chien et vous allez l'aider énormément à évoluer. Un jour, il s'humanisera, bien sûr. Il n'est pas que moitié, du tout. Merci Fatima. Il y a une deuxième question, toujours d'Étienne Martin, qui nous demande: peut-on imaginer, dans 10 000 ans, devenir le guide de son animal de compagnie qui se serait humanisé? Pourquoi pas? L'amour peut faire beaucoup. Et d'ici là, vous aurez le temps d'évoluer, de devenir un esprit supérieur. Pourquoi pas? Puisque les liens d'amour ne se perdent jamais, en fait. C'est une très jolie question. Une question également de Muriel Géné. Leila Delmonte pratique la communication animale. Communique-t-elle avec les animaux réellement ou bien avec les guides de ces animaux? Alors, les guides de ces animaux ne peuvent pas perdre leur temps à répondre dans la mesure où ce sont des esprits supérieurs. Donc, non. Ça ne peut pas, cette communication animale dont je parlais tout à l'heure, il faut faire très attention parce que ce sont des esprits inférieurs qui répondent, hein, qui s'engouffrent parce que c'est une occasion pour eux de ressentir les sensations qu'ils avaient sur Terre. Ce sont des esprits qui n'acceptent pas toujours leur désincarnation, ou alors ce sont des esprits qui sont ignorants, qui sont perdus. Je pense que la meilleure chose pour communiquer avec les animaux, qu'on a perdu et qu'on aimerait, ne serait-ce que voir une fois, parce qu'il faut les laisser aussi là-haut, on s'occupe d'eux, ils vont se réincarner, donc il ne faut pas non plus sans cesse les appeler, puisque même si ce n'est pas autant que l'esprit humain, les pensées d'amour arrivent là-haut, mais ce sont des pensées de tristesse. Donc il faut aussi laisser les animaux, entre guillemets, je dirais tranquilles, mais pas méchamment. Voilà. La meilleure chose qui soit, c'est vraiment de prier Dieu et de demander à Dieu de permettre que dans un rêve, là, c'est votre guide spirituel qui fera venir l'animal, ou un esprit évolué, parce que votre prière, votre chagrin est sincère et votre pensée d'amour va faire que. Mais j'aimais beaucoup de prudence sur cette communication animale. Il y a des risques d'obsession. J'avais une personne que je connaissais qui m'a posé des questions là-dessus et qui était persuadée qu'elle communiquait vraiment avec les animaux. Mais elle avait le masque de l'obsession, elle était en dépression, etc. Donc, il faut faire très attention. Je pense qu'il faut avoir cette humilité de faire confiance à Dieu et de demander ce bonheur de voir son animal. Mais une fois, ça suffit. Il ne faut pas vouloir le voir sans cesse, parce que là, on est dans une espèce d'attachement et on souffre. Et puis l'animal, on lui envoie des pensées de tristesse, même s'il ne les perçoit pas complètement. Ça crée un environnement fluidique autour de lui qui n'est pas bon et qui peut gêner le travail fluidique que font les esprits auprès des animaux. Merci Fatima pour cette réponse développée. Muriel nous donne également un témoignage. Elle nous dit: j'ai 2 chattes qui, je pense, suivent l'invisible. Un chaton saute et suit régulièrement quelque chose dans le salon. Au début, je ne comprenais pas pourquoi elle faisait cela. J'ai longtemps cherché des insectes en vain. Elles voient toutes les 2 ce que je ne vois pas. Parfois, la grande buffe, en regardant dessus ou à côté de moi, elle vient se lever contre moi et ne me lâche plus. J'en conclus qu'elle veut me protéger. Elle le fait rarement, mais ça arrive. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai dit tout à l'heure que les animaux voyaient les esprits. Ils ne sont pas médiums, ils ne peuvent pas être intermédiaires, mais en tout cas, ils voient. Ils voient les esprits, donc effectivement,
c'est très fréquent que des animaux se comportent comme ça parce qu'ils voient des esprits. Donc, je ne pense pas que c'est pour vous protéger, je pense qu'ils ont peur et surtout, ils comprennent pas. Donc, la meilleure chose à faire, c'est vraiment de les caresser. Si vous êtes croyante, élever une pensée vers Dieu pour que ces esprits s'éloignent. Alors, parfois, on peut avoir nos esprits familiers qui peuvent venir pour nous consoler, ils peuvent venir comme ça, mais ils viennent toujours... ils sont pas là tous les jours, mais ils viennent dans des situations particulières. Donc, un esprit familier, s'il est là, ça peut faire peur à un animal parce qu'ils peuvent pas se représenter que c'est un esprit. Ils voient une forme et ils ont peur, comme les gens qui ont peur des fantômes. Donc, ne vous inquiétez pas, mais vous pouvez prier pour ça. Mais l'animal n'a pas le pouvoir de vous protéger d'un point de vue spirituel. Il a le pouvoir de vous protéger physiquement si vous êtes attaqué par quelqu'un, mais pas spirituellement. C'est votre guide spirituel qui vous protégera. Merci Fatima. Nous avons des questions sur Facebook, mais également sur les chaînes YouTube. Et nous avons Dominique qui nous demande: existerait-il une forme de vengeance animale sur un homme ayant fait du mal à l'animal? Mais une fois l'animal désincarné? Ah, ça n'est pas précisé. De son vivant. Parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai dit que l'animal pouvait avoir des réactions quand on lui faisait du mal. Il va mordre, il va réagir parce qu'il est capable de comprendre qu'on lui fait du mal et qu'on lui fait pas du bien. Après, dans le monde spirituel, étant donné que l'âme animale, son intelligence est endormie en fait, et qu'elle-même est endormie, elle ne peut pas concevoir des pensées pour venir se venger de son maître. Effectivement. On a Muriel qui précise que Leila Del Monte communique avec des animaux vivants, et ça rebondit sur une question d'Étienne qui nous dit: mais avec les animaux vivants sous forme de télépathie, qu'en est-il de la possibilité d'avoir de la télépathie avec les animaux? Là aussi, il faut faire attention parce que les animaux pensent, mais n'ont pas cette capacité à comprendre les pensées qu'on leur envoie. Et en même temps, à quoi ça sert de communiquer par télépathie avec des animaux vivants? Est-ce que ce sont des expériences qui sont faites? On peut communiquer avec l'animal physiquement, on peut lui envoyer des pensées d'amour, mais de là à travailler la télépathie avec l'animal, c'est très compliqué puisque l'être humain et l'animal, au niveau du père-esprit, n'ont pas la même fréquence vibratoire et l'animal, en tout cas, avec les connaissances qu'on a actuellement, on n'en a peut-être pas encore suffisamment, mais avec toute la base qu'on a dans le livre des esprits, ça n'est pas, enfin, du moins, ça n'est pas possible que l'animal vous réponde télépathiquement. Il peut vous répondre en venant demander un câlin, etc. Mais est-ce que ces expériences sont importantes? La question, c'est à quoi elles servent? Voilà, c'est simplement ces questions-là que je me pose. Il y a des expériences de télépathie qui sont faites en laboratoire par les parapsychologues, mais ça n'apporte pratiquement rien, en fait. Bien, merci Fatima, merci pour toutes ces réponses. Pour l'instant, il n'y a plus de questions. Avant de conclure, je vais simplement présenter l'ouvrage dont on a parlé au début de la conférence, Alan Kardec et le spiritisme. Je vous le montre ici. Donc, comme indiqué au début, il est disponible sur la boutique Asso Kardec. Donc, je vous ai communiqué le lien tout à l'heure. Et nous arrivons donc à la fin de cette conférence. Donc, avant de laisser le mot de la fin à Fatima, je rappelle que vous pouvez toujours poser vos questions en commentaire de cette conférence si vous le souhaitez, et Fatima se fera un plaisir d'y répondre. Merci Fatima pour la conférence de ce soir. Merci à la FSF et au MSF, et je t'en prie Fatima. Merci à toi Romain, merci à toutes les personnes qui ont donné du temps pour
regarder cette conférence et vous pouvez poser vos questions, j'y répondrai. Vous pouvez aussi poser les questions en passant par le site de l'Institut. Et je vous encourage vraiment à aller voir le site. Vous y trouverez aussi le JES, le journal d'études spirites, sur les animaux et les hommes, une différence de degré d'évolution. Et ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il y a beaucoup de choses encore à apprendre sur les animaux et que il y aurait certainement encore beaucoup à dire en utilisant les articles de la revue Spirit, en allant plus loin dans la genèse. Il y a beaucoup de travail à faire. On n'a pas grand-chose, en tout cas nous, les spirites, en termes de travaux sur les animaux. Tout à fait. Et merci pour les éclaircissements que tu as pu donner ce soir sur ce sujet qui effectivement est peu abordé et qui a besoin d'être encore développé. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée à tout le monde et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir.